je voyais une maman ou un papa qui était à l'école, je voyais les ombres qui l'accompagnaient et je voyais ce qui allait se passer. Je me définis donc comme quelqu'un qui accompagne l'humain avec un petit H à devenir encore plus humain avec un grand H. Mais par contre, quand tu posais la question sur la vie conjugale, j'ai divorcé parce que mon mari avait des maîtresses et je les voyais. Je ne sais pas pourquoi les humains se font la guerre au nom des religions, parce que quand tu les étudies toutes, elles ont toutes des concordances extraordinaires. Salut à tous et bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Au Pérou, on l'appelle la grande petite femme. Croyez-moi, c'est un surnom qui veut tout dire. Elle est petite par la taille, mais sa grandeur est tout simplement incommensurable. Nathalie Théo, c'est 30 ans de soins énergétiques, 30 ans d'accompagnement pour ceux qui cherchent à retrouver leur équilibre. Mais plus qu'une thérapeute, c'est une présence incroyablement apaisante. Dans les belles rencontres de Cédric Centime, j'ai décidé de vous faire découvrir cette femme extraordinaire et j'ai surtout envie de vous faire découvrir ce qui touche autant de personnes du Pérou à la Guadeloupe, en passant par les États-Unis et la France. Bonjour Nathalie. Bonjour Cédric. Bienvenue, merci de participer à cette belle aventure, les belles rencontres de Cédric Centime. La grande petite femme, pourquoi Nathalie ? D'abord, c'est émouvant pour moi que tu m'invites, parce que voilà, ça fait tellement longtemps que je te connais. Ouais. Et pourquoi grande petite ? Ça a commencé en 2007, en voyage au Pérou. On m'avait prise pour une chamane locale là-bas. Et on m'avait mise avec les chamanes quand il y avait des cérémonies chamaniques. Et j'avais un poncho, j'étais bronzée, j'étais un peu plus jeune, j'avais une tête un peu péruvienne. Et là-bas, c'est vrai qu'ils sont assez petits. Ouais. Moi, je fais 1m55. Hein. Et les gens m'appelaient comme ça, parce qu'ils avaient détecté que j'avais des qualités ou des dons, des choses comme ça. Donc, on pensait que j'étais une curanderos, en fait. D'accord. Donc, une curanderos, c'est une chamane. Oui, c'est ça, une chamane. Et c'est vrai qu'il y a des lieux énergétiques où j'allais, où je me sentais particulièrement chez moi et je reconnaissais certains lieux. Et quand j'étais enfant, moi j'ai été élevée à Bagdad, en Irak. Carrément. Oui, parce que j'avais un papa pétrolier, enfin, il était ingénieur gaz et pétrole. Okay. Et on revenait en vacances en France. Et à ce moment-là, on était sur la côte normande. Et je me transforme dans mes visions. Hein. Je devenais un aigle. Et je volais par la fenêtre et je survolais la cordillère des Andes. Alors, ok, voilà. Depuis le jeune âge. Oui, c'est ça. Donc il y a eu un appel de l'invisible. Et tu as quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir dans les 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et la dernière fois où j'ai volé en aigle pour aller jusqu'au-dessus de la cordillère des Andes, mais je ne savais pas que c'était la cordillère des Andes. Hein, voilà, tu vois, je m'endormais et je partais en aigle, et je partais par ma fenêtre et je survolais la mer. Et après, les montagnes. D'accord. Et là, la dernière fois, j'avais 10 ans. Et quand on a 10 ans, est-ce qu'on se dit qu'on est folle, qu'on a un problème, on sent qu'on est différente des autres ou... Eh bien non, et ça a été ma grande chance. Enfin, pendant mes 10 premières années, parce que comme je n'ai pas été élevée en France et que les enfants à l'école, on parlait tous anglais entre nous, et moi mon anglais ne me permettait pas de raconter tout ce que je vivais, donc j'avais personne pour me dire que ce n'était pas normal. Donc je croyais que c'était normal, je croyais que tout le monde faisait des choses comme ça. Et alors, parce que là on parle de quelque chose qui est quand même assez, j'ai envie de dire, qui n'est pas palpable physiquement dans une société où le matériel a une importance accrue. À quel moment tu commences à avoir les premières manifestations, j'ai envie de dire, de choses, je ne sais pas, de ressenti? C'est à ce moment-là où tu as été aux environs de 6 ans ? Ça, c'est plus petite. En fait, je me suis noyée à l'âge de 2 ans et demi. Donc, là, à ce moment-là, papa était en poste en Algérie, donc à Arzeux. Et maman était en train de faire un bain de soleil sur le sable et je n'ai pas écouté ses recommandations et je suis allée dans la mer. Et je me suis noyée, c'est-à-dire que j'ai vu la mer arriver vers moi, je suis rentrée dedans et... tout de suite, j'ai été prise dans les rouleaux. Et j'ai été roulée.
Et je me souviens que j'ai bu la tasse et à ce moment-là, je suis partie au-dessus de mon corps. Et après, tout était blanc. Tout était complètement blanc. Et quand ça s'est fini, cette blancheur, je me suis réveillée sur le sable. J'étais dans le blanc. Et j'étais à ce moment-là toute collante, toute poisseuse, parce que petit à petit, tu vois, j'ai réintroduit mon corps. Okay. Et je me suis sentie poisseuse, collante, pas agréable. Et là, j'ai entendu des hurlements et je me suis dirigée vers les hurlements et c'était maman qui se réveillait et qui me voyait sortir de l'eau, quoi. Ouais. Et tu as un souvenir clair de cette... Ah, très, très, très. Très, très. C'était vraiment extraordinaire parce que j'étais dans une sphère lumineuse et blanche jusqu'à ce que je me retrouve sur le sable. Et cette lumière blanche comme ça, après, elle ne m'a plus jamais quittée. Et... à 8 ans, je me suis encore noyée dans... Oui, alors cette fois, c'était à Bagdad, dans une piscine, on m'a poussée. Tu sais, les jeux bêtes, hein, je voulais attraper une bouée canard ou dauphin, je sais pas, et on m'a poussée, et puis voilà. Et là, pareil, je suis de nouveau sortie de mon corps. J'ai vu mon corps allongé au fond de la piscine. Et là, je suis partie dans la lumière blanche au moment où je voyais une forme qui traversait l'eau. Et je pense que c'est quelqu'un qui a plongé pour me sauver. Et après, je me suis réveillée dans le lit de la chambre des amis et de nouveau dans cette lumière blanche. Donc, tu es en train de nous dire quelque part que toi, de par ton expérience, tu crois à ces expériences de mort imminente où on sort vraiment du corps? Ah oui. Alors, quand j'étais enfant, je ne me suis même pas posé la question. Tu sais, je ne me suis pas dit, je suis morte, pas morte. Puis mes parents, ils n'en parlaient pas, ou en tout cas pas devant moi. Et donc, pour moi, ce phénomène, c'était connu, mais je ne mettais pas de nom dessus. Et à 24 ans, oui, c'est 24 ans, non, à 21 ans, j'ai fait une embolie cardiaque. Après, embolie pulmonaire et embolie cardiaque. Et là, pareil, je suis partie. Alors cette fois, je suis partie dans une espèce d'escalier. Enfin, c'est comme une rivière blanche qui monte. Ouais. Donc je suis montée là-dedans avec du noir partout autour, avec beaucoup de formes qui gigotent. Et là, j'étais vers un être qui était assis comme sur un trône. Ouais. Et moi, j'avais aucune culture spirituelle. J'étais athée profondément. Et je savais même... Mon degré d'ignardise, je me suis dit, on dirait le Père Noël en blanc. Tu vois. Okay. Je n'ai pas réalisé que ça pouvait être autre chose. Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Et quand je suis revenue à l'intérieur de... Parce qu'après, je me suis assise à ses pieds, m'a mis la main sur la tête et m'a dit, retourne, repars, ce n'est pas le moment. Et là, je suis repartie dans mon corps. Et c'était gluant, c'était hyper désagréable. Et après les urgences et tout, 1 mois et demi d'hospitalisation. Et là, je ne me suis pas dit, c'est l'au-delà. Je me suis dit, le cerveau, c'est fantastique. Il crée des choses. Il crée des choses. Réalités. Oui. D'accord. Et à quel moment interviennent les premiers soins? À quel moment tu te dis, je peux aider les autres à aller mieux? Je ne sais pas. À quel moment il y a une demande là, c'était après, en fait, parce que ça, j'ai fait à 21 ans. J'étais en faculté de droit à l'époque. Et c'est dès ma rentrée de fac. Moi, j'ai toujours fait de la radiesthésie, j'ai toujours eu ces capacités de soigner. Alors, je soignais beaucoup les animaux et tout. Mais là, j'ai eu envie. Tu vois, donc, en fac, on venait me voir pour n'importe quoi. Et tu vois, un mot de tête ou des brûlures ou des choses. Donc, je faisais des soins. Et puis, c'était avec les amis. Donc, ça a commencé vraiment, vraiment avec beaucoup de demandes. Est-ce que si on dit que... Parce que chez nous, ici en Guadeloupe, on parle souvent de dons. Si on dit que tu as un don, c'est vrai. Et si la réponse est oui, ton don, c'est lequel? Tu vois, tu sais quoi, tu as des visions, tu entends des choses. Comment ça se manifeste pour toi? Tu vois des... C'est quand même... comment ça se manifeste pour toi? Alors, oui, c'est un don. Et je pense qu'on l'a tous. Tout le monde l'a? Oui, je pense que ça fait partie... Et comment ça se fait que... tu vois, dans mon enfance, personne ne m'a dit que j'étais pas normale. Personne m'a dit, c'est pas normal de parler avec les arbres, de parler avec les fourmis, c'est pas normal de faire des soins aux animaux, c'est pas normal. Personne m'a dit ça. Donc j'ai grandi en pensant que c'était normal. Et donc en sachant que c'était normal. Donc je me suis pas coupée de ça. Okay. Et ça m'a pas fait peur. Et je pense que tout le monde a ce potentiel, et c'est comme l'exacerbation de nos sens, en fait. Donc moi, j'entends. Donc j'ai les capacités d'entendre des messages
de tas de présences. Je peux rentrer Quand tu dis tu entends comme tu m'entends. Ah non, alors c'est des paroles dans ma tête, mais c'est pas des paroles dans mon oreille. Quand les rares fois où j'ai entendu qu'on me parlait dans mon oreille, c'est plutôt désagréable et c'est plutôt des mauvaises choses. Parce que là, c'est plutôt des entités pas sympas. Par contre, quand les ancêtres veulent venir me parler au cours de mes séances, c'est bizarre, mais je sais qu'ils sont là et je les vois de l'intérieur de moi. Okay. Tu vois, je les vois pas comme je te vois, mais c'est une image qui s'installe en moi, à l'intérieur de moi. Par exemple, je peux décrire leurs vêtements, je peux décrire à quoi ils ressemblaient quand ils étaient jeunes. Parce que les décédés, souvent, ils reviennent à nous, mais dans leur apparence jeune. D'accord. Ok. Vieillir, ça n'existe pas dans l'au-delà. Hein. Donc, c'est des sens qui sont exacerbés. Je peux aussi, par exemple, sentir les lieux énergétiques. Parce que c'est des sensations qui sont plus affinées, mais parce que je le sais, je l'ai accepté et je les ai développées. Donc on a tous ces possibilités. C'est comme marcher ou parler, on peut tous le faire. Ok, donc effectivement, on a tout un chacun. Et comment on conjugue sa vie dans un monde qu'est-ce qui est? On est maman, je suppose, on a une vie de couple. Oui. Est-ce que ça ne fait pas fuir les conjoints? Est-ce qu'on n'est pas seul sur sa planète? C'est quand même... Je sais pas, comment on fait ça? Avec le temps, on arrive à... J'allais dire, on arrive à avoir l'air normal. Ouais. Parce que c'est considéré comme anormal, mais parce que voilà, les gens, ça leur fait un peu peur, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, alors que pas du tout, vraiment, je le répète, on peut tous. Mais effectivement, j'ai des enfants, j'en ai 4, ouais. Et quand les enfants étaient petits, ils me disaient, tu ne m'attends pas à l'entrée de l'école, hein, tu vas m'attendre là-bas. Ah, ou plus loin. C'était le mythe de la sorcière, c'est quoi? Oui, en fait, parce que maintenant j'ai appris à mettre des filtres. Mais avant, j'en mettais pas. Donc je voyais une maman ou un papa qui était à l'école, je voyais les ombres qui l'accompagnaient et je voyais ce qui allait se passer. Donc j'avais des prémonitions sur les ennuis qu'ils allaient avoir, leur état de santé, s'ils trompaient leur femme ou leur mari, tout ça. Ok. Et oui, bah oui. Et donc les enfants ils me disaient, maman, tu restes loin, tu parles à personne. Okay. Donc là j'ai appris à mettre un filtre. Hein. Je dis par exemple, si et seulement si, c'est juste et bon pour moi et pour autrui. J'entends, je vois, je sais, etc. Toi, si c'est utile. Et ça, ces manifestations, oui. tu les as toujours comme dans les films. Dès que tu croises quelqu'un, tu as ça. Oui. Mais j'ai mis des filtres. Ça veut dire, dès que je commence à percevoir une info, je dis non. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être une commère de quartier. Mais par contre, quand tu posais la question sur la vie conjugale, j'ai divorcé parce que mon mari avait des maîtresses et je les voyais. Donc je le touchais et je voyais avec qui il avait été. Donc lui me disait non, c'est pas vrai, tu confonds, c'est avec les gens que tu as en séance, okay. Tu confonds tout. Mais non, c'était vrai. Donc tu as des infos pour toi aussi? Bah oui, bien sûr, heureusement. D'accord. Ah Parce oui. On entendait souvent que certains disaient qu'ils voyaient pour les autres. Je dis voir, même si voilà. Justement, tu t'es définie comment? Moi, au début, je t'ai connue, tu disais bio-énergéticienne. Oui. Et comment tu définis, quand on te demande, tu t'es définie comment? Moi, je dirais humaine. D'accord. Voilà. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement parce que c'est ce que j'aime faire. Parce que, tu vois, au début, j'aimais pas l'humanité quand j'étais enfant. Quand je voyais, quand je voyais ce que les gens pensaient, tu vois, je voyais ce que les gens pensaient. C'est-à-dire que j'avais des images associées à ce qu'ils pensaient. Donc, quand je voyais ce qu'ils pensaient, ça me donnait une image de l'humanité épouvantable. Et quand, du fait de difficultés de vie, j'ai dû accepter de prendre, entre guillemets, des clients, tu vois, pour pouvoir avoir de quoi vivre, pour nourrir mes enfants, j'ai commencé à aimer l'humanité, parce que là, j'ai vu de quelle lignée de misère on descendait. J'ai vu
dans les mémoires transgénérationnelles, tout ce que les humains ont pu vivre au niveau des viols, des incestes, de la violence, de la faim, de la misère, tu vois, toutes ces choses. Et là, je me suis mise à aimer l'humanité en me disant que on était quand même assez merveilleux d'arriver à être encore humain, avec un cœur, et toujours être dans un désir d'amour, alors qu'on a vécu les pires choses. Et ça, c'est... Voilà, je me définis donc comme quelqu'un qui accompagne l'humain, avec un petit H, à devenir encore plus humain avec un grand H. Est-ce que tu en viens... Est-ce que ça peut t'arriver de douter de ton don, et est-ce que tu as une expérience où tu t'es trompé, ou est-ce que tu peux mal interpréter les choses? Oui, bien sûr. C'est ce qui rend très prudent. Au début, tu es tellement tout feu tout flamme avec ces choses-là que tu as envie de dire le premier truc qui te passe par la tête. Et en fait, l'humain se définit par plusieurs couches. On a la couche émotionnelle, la couche physique, on a la couche éthérique, on a le karma, on a le transgénérationnel. Donc, avec le temps, tu affûtes les informations. Tu sais de quel plan elles proviennent. Donc, tu te trompes de moins en moins. Quand on se trompe, c'est on dit quelque chose qui n'est pas en lien avec le bon plan. Par exemple, la maladie. On dit toujours que c'est le mal qui a dit, mais c'est aussi l'âme qui a dit. Tu vois ? Donc, si c'est le mal qui parle, tu vas avoir des notions qui sont liées au mal qui s'exprime. Tristesse, souffrance, désespoir, etc. Si c'est l'âme qui parle, là, tu vas avoir des notions de je sais que je peux faire mieux, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour telle ou telle chose. Tu as d'autres infos. Donc, en fait, on ne se trompe pas, mais on a les réponses qui correspondent au plan. Et il faut savoir de quel plan ça vient. Et quelle est ta plus belle expérience d'aider les gens? Parce que moi, quand on me parle de Nathalie Théo, c'est incroyable, c'est cette bienveillance que je trouve. Le mot qui me vient, c'est forme d'amour inconditionnel. Parce que moi, je t'ai jamais entendu parler mal de quelqu'un. Ça, c'est assez hallucinant. Même, je me demande si elle a des pensées qui la traversent négatives. Mais ta plus belle expérience d'une personne que tu as aidée, c'est laquelle? Oh, écoute, alors, c'est les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui, tout d'un coup, en ont. Ah, voilà. C'est arrivé plusieurs fois? Ah oui. Mais c'est comment? C'est-à-dire la médecine disait que c'était pas possible? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que la médecine dit que c'est pas possible parce qu'endométriose, parce que stérilité, parce que pas assez d'ovocytes, parce que plein de raisons. Et en fait, moi, quand je communique avec le corps de la femme en question, j'ai les réponses. Le corps, il me dit qu'il y a telle problématique qui ont créé l'endométriose. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique. Donc, une fois que tu as décodé ça, tu le remets à Dieu, et que ce soit transmuté. Tu vois, tu fais des formulations comme ça, des formules divines, formulation. Voilà. Et à ce moment-là, le mal, justement, qui s'exprimait disparaît, et c'est l'âme qui va pouvoir parler. Et comme moi, je suis en contact avec les enfants avant qu'ils soient nés, je sais que tel enfant veut venir au monde. Donc je sais que cette femme, elle n'a pas besoin d'aller faire plein de thérapies, ou peut-être qu'elle a besoin, mais moi, je vais savoir. Mais ça, c'est pas pour toutes les femmes, et celles qui n'arrivent pas à en avoir. Oui, parce que des fois, il n'y a pas d'enfants qui veulent venir. Des fois, il y a des femmes qui veulent un enfant, mais l'enfant, il n'est pas là. Il ne se met pas dans l'énergie autour. Et ça, au Pérou, ou dans beaucoup de traditions chamaniques, c'est très, très connu. Même en Afrique, l'enfant vient et désigne ses parents. L'enfant qui veut venir peut même faire que les parents se rencontrent. Parce que l'enfant voulait vivre cette histoire-là, par cette famille. Il voulait cet ADN-là, donc il va créer des rencontres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le père de mes enfants, qui est martiniquais. Mes enfants, à venir, voulaient cet ADN. Et donc, ils ont créé la rencontre. Donc c'est quoi, ils t'ont dit c'est lui qu'on veut? Et en fait, je suis tombée amoureuse de lui alors qu'il n'y avait pas de raison. Et quand je suis tombée enceinte, c'était comme un sourire intérieur dans le ventre. Tu sais, tu te dis, je me suis un peu fait avoir par quelqu'un là. Et en plus, ils m'ont donné leur prénom. Et tu vois, je n'ai même pas choisi le prénom de mes enfants. D'accord.
Tu as entendu le prénom de tes enfants avant? En général, au 3e mois, j'entends le prénom. Ouais. Et après, j'ai fait faire l'astrologie karmique de tous mes enfants pour confirmer, pour voir si justement j'étais pas un peu folle, tu vois, de croire certaines choses. Et non, dans l'astrologie karmique, les enfants n'avaient aucun karma avec leur père. Rien du tout. Donc ils voulaient cet ADN-là, cette histoire. Et le karma, c'est comme on en parle d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on action-conséquence, action-réaction, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait une chose et c'est comme ça que tu définis le karma aussi. Oui, mais c'est un enfermement. On parle des seigneurs du karma, on parle des archontes, on parle en fait de ceux qui tiennent le monde dans l'enfermement, en nous soumettant à une histoire de rédemption, flagellation, tu vois, la rédemption par la flagellation. Donc le karma, c'est quelque chose qui nous soumet à ne jamais être libre de briller autant que l'on est venu briller sur Terre. C'est une sorte de punition avant même la naissance. On vient au monde avec le karma prédéfini par nos vies antérieures. Ok, c'est pour ça qu'on dit que les actions qu'on a peuvent avoir des conséquences sur la vie de nos descendants, c'est ça? Ou ce qu'on a fait dans le passé, tu vois, en Inde par exemple, où je suis allée en Inde, ils vont pas secourir les mendiants dans la rue, non, ils disent c'est leur karma. C'est-à-dire que dans la vie d'avant, il est épouvantable. Donc ils payent ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est une prison mentale et spirituelle et psychique. Et on est à début de l'ère du Verseau, c'est-à-dire qu'on est venu se libérer du karma. On est venu pour dire, je commande, toi, moi je claque des doigts quand je dis, je commande que tous mes karmas soient remis au point zéro, donc au point d'équilibre. Mais ça, une fois, alors quand tu dis je commande, mais ça se règle pas en un claquement de doigts quand même. Ben si. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes faits à l'image du divin. C'est-à-dire que alors je prends un exemple. Ceux qui nous regardent, j'ai la poisse, je sais pas, les descendants ont fait des choses, j'ai une poisse pas possible, donc je décide, ça y est, j'ai fini, j'ai de la chance, je gagne au loto, c'est ça? Gagner au loto, c'est encore autre chose. Mais la poisse, c'est un truc qui se reprogramme constamment parce qu'on y croit. Tu vois, la poisse, hier j'avais la poisse, donc je crois que j'ai la poisse. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai la poisse, puisque hier j'avais la poisse. Donc, je vais le reprogrammer chaque jour, je le réactualise parce que j'y crois. Et en fait, si je décide... Et comme ça se manifeste, ça prend de l'ampleur et je crois encore plus de même, encore plus... Tu fais une chantilly. Voilà, ou une mayonnaise. Mais et en fait, si tu arrêtes la programmation, si tu dis reset... On est comme ça. Oui, ta force de volonté fait la loi. Tu vois, nous sommes faits à l'image du divin, c'est-à-dire que le divin s'exprime à travers nous. Ça veut dire que, puisqu'on est fait à son image, c'est-à-dire que le divin qui est tout-puissant, pourquoi nous, on ne serait pas, dans une certaine mesure, capable de cette toute-puissance? Alors, tu me parles de divin, et la question qui me trotte, voilà, je n'entends pas comme toi, hein, mais voilà, qui me trotte, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Alors, je vais reformuler, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en plusieurs dieux? Est-ce que tu crois en l'univers? Est-ce que l'univers, c'est pareil que Dieu? Est-ce que c'est la source? Tu crois en quoi? Voilà. Je serais Rasta, je dirais je crois en Dja. En Dja, voilà. Est-ce que tu crois en Dja? Non, mais c'est en quoi tu crois? Oui, je crois. Dieu, dimension. Alors Dieu, D-I-E-U. Dimension d'intelligence au pluriel dans des états d'énergie unifiés. Donc Dieu est partout. C'est-à-dire que cette dimension d'intelligence dans des états et des énergies unifiées par la conscience et notre capacité de l'observer est partout. Donc quand je passe de l'autre côté dans mon embolie cardiaque à 21 ans et que je vois cet être sur un trône, je ne sais pas qui c'est, et à l'âge de 30 ans, je vais visiter un haut lieu tellurique dans le sud de la France, et là, il y a un monsieur, il vendait des tas de trucs, dont des petites images. Et là, sur une petite image, je reconnais. Oh. Oui. Et je lui dis, ah, mais c'est fantastique, c'est ce que j'ai vu quand je suis partie de l'autre côté. Et il me dit, ah, ben c'est l'ancien des jours. C'est la vision de je ne sais plus qui. Alors, c'est dans les textes saints. Ceux qui nous écoutent, ils vont sûrement le savoir mieux que moi. J'ai oublié qui c'était, mais c'est l'ancien des jours. Donc, c'est celui qu'on appelle Dieu. Il est représenté comme ça. Donc, ça veut dire que l'ancien des jours, c'est un des dieux. Parce que Dieu, c'est multiple. Ok. Donc, c'est une représentation. Oui, c'est une des facettes. Tu sais,
dans plein de traditions musulmanes, hébraïques, etc., on dit que Dieu a tellement de noms, tellement de facettes. Chez les bouddhistes, c'est pareil. Donc, il y a plein de facettes. Donc, l'ancien des jours, c'était une des facettes. Donc, Dieu, c'est des intelligences au pluriel, dont nous faisons partie aussi. Et nous sommes essentiels à Dieu, à ce qu'on appelle Dieu, parce que nous sommes les observateurs qui pouvons déterminer ce que nous voyons en le verbalisant. C'est nous qui créons notre réalité, tu vois. Parce que je te vois avec ton jean, donc je vois que tu as un jean. Mais c'est comme le chat de Schrödinger, si tu étais ailleurs, je ne saurais pas que tu as un jean. Tu vois, c'est parce que je le vois, peut-être que ton jean, il est là. Si tu n'es pas là et que ton jean, il n'est pas là, est-ce que tu as un jean? J'en sais rien. Tu vois, en fait, c'est nous qui déterminons ce que nous voyons. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, alors qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? L'univers, tout ça. Oui, non, c'était encore autre chose. Oui, alors Dieu, une fois que j'étais au Pérou, j'ai eu une grande... Et là, j'ai vu une grande lumière blanche qui s'est démultipliée. Elle m'a dit, je suis ton Dieu parmi 1000. Et c'est là où j'ai compris que Dieu était multiple. Les multiples visages et multiples facettes. Et toi, dans ton parcours, avant d'arriver au Pérou, parce que ça m'intéresse le Pérou, justement, alors on parlait de Dieu multiple, est-ce que toi, tu as été, à un moment donné, donc les religions, jamais tu ne t'y es intéressé? Alors, j'ai accompagné maman dans son départ. Là, j'avais 24 ans. Donc jusqu'à 24 ans, j'ai cru que mon cerveau fabriquait tout ce que j'avais vu. La lumière blanche et tout ça. Et maman part d'un cancer. Peut-être un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir eu assez confiance en moi avant pour pouvoir l'aider mieux, tu vois. Et donc je l'accompagne pendant une semaine. Elle est en stade terminal, elle ne veut pas mourir à l'hôpital, elle a refusé tous les traitements. Donc je trouve un hôtel qui veut bien nous recevoir à Arcachon, parce qu'elle voulait partir face à la mer. C'était ses dernières volontés. À l'hôtel, ils ont dit d'accord. Donc là, pendant une semaine, tous les jours, elle ne souffre plus. C'est-à-dire, la première nuit, c'est horrible. Mais le lendemain, elle était allongée dans son lit, alors que normalement, elle était recroquevillée. Et le soir, elle s'asseyait toute seule, sans que je l'aide. Alors qu'il fallait la laver, il fallait tout faire. Là, elle s'asseyait toute seule au bord du lit et elle se mettait à parler face à rien. Moi, j'étais dans l'autre lit, parce qu'on partageait la même chambre. Je la voyais, elle était là, assise, et elle parlait à rien. Et elle parlait un langage qui n'était pas humain, enfin, qui n'était pas ni de l'anglais, ni de l'espagnol, rien du tout. C'était un langage, on aurait dit de l'araméen, ou je ne sais pas, quelque chose de très joli. Donc je la regardais, et elle parlait comme ça. Et moi, bizarrement, je m'endormais. Au lieu d'être terrorisée, je m'endormais. Et le lendemain matin, je la retrouvais allongée dans son lit, comme si elle ne souffrait plus, tu vois. Ça a duré une semaine. Donc là, je me suis dit, les miracles, ça existe, le mystère de quelque chose se met en place. Tu vois, j'étais interpellée. Et puis, je marchais beaucoup au bord de la mer la journée, tout ça, et j'ai même cru qu'elle faisait une rémission, parce que, bon, elle ne mangeait plus, tout ça, mais elle vivait comme un sage, tu sais, au Tibet, ou je ne sais pas où. Et là, dans la nuit de sa mort, du vendredi, parce qu'elle est quand même morte, dans la nuit du samedi au dimanche. Donc elle dit au revoir à papa, à mes sœurs qui étaient venues lui rendre visite, et elle me dit bonne nuit, je me couche, je m'endors, et là, après j'ai vu que c'était 4h du matin, donc je dors, et là, une grande lumière blanche qui me réveille. Et j'ouvre les yeux, et là, toute la pièce était illuminée de blanc. Et je tourne la tête, et je vois maman qui était dans le lit, et je vois du blanc qui sort d'elle et qui remplit toute la pièce, et puis qui après est absorbé par l'angle. Et moi, je ne peux que voir ça, tu vois. C'est du blanc partout. Et là, j'ai pas le temps de réfléchir, mais ça m'a... Tu sais, tout d'un coup, j'ai vu le blanc de mes 2 ans et demi, le blanc de mes 8 ans, le blanc de... Ah, c'était le même... Oui. La même sensation. Oui, pareil. Et là, je suis comme dans une extase, tu vois, d'émerveillement.
Et après, la lumière s'en va, donc je dois allumer la lumière. Je vois qu'il est 4 heures du matin, je vois que maman vient de partir, et bon, bah, après, tu appelles le médecin légiste, tu préviens l'hôpital. Bon. Et là, après, j'ai compris. J'ai dit, bah, ok, là, il y a quelque chose. Maman, elle parlait avec des anges, ou avec des êtres, ou avec des gens qui venaient la voir. Pour toi, elle ne délivrait pas, en fait. Ah ben non. Ben non, parce qu'elle parlait très calmement, ça ressemblait à une sorte de chanson, une mélopée. Elle, quand c'est arrivé le premier soir, le lendemain matin, elle me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui dis bah, « Écoute, je ne sais pas. C'est comme si tu chantais quelque chose d'une berceuse, mais que ce n'était pas dans un langage que je connais. » Et elle me dit « Tu crois que c'est dangereux ?» Et je lui dis bah, « Non, écoute, ça a l'air mieux, tu as l'air calme, ça a l'air de te faire du bien, donc aie confiance dans le processus. Ouais. » Tu vois, je lui ai dit ça. Et après, j'ai lu beaucoup de bouquins, notamment la source blanche, la source noire, tu vois, ces livres qui te parlent de l'au-delà, des expériences de l'autre côté, etc. Et là, j'ai étudié les religions. Ouais, c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je comprenne. Donc j'ai étudié le christianisme, j'ai étudié les musulmans, j'ai étudié la kabbale hébraïque, j'ai étudié aussi le bouddhisme, et j'ai étudié le soufisme, et après le chamanisme, okay. Et voilà. Et il y a des similitudes oui, oui. Tout. Toutes les... okay. En fait, je ne sais pas pourquoi les humains se font la guerre au nom des religions, parce que quand tu les étudies toutes, elles ont toutes des concordances extraordinaires. Alors, je le disais en introduction, Pérou, à la Guadeloupe, qu'est-ce qui fait cet ancrage? Tu reviens 2-3 fois par an en Guadeloupe, parce que, disons-le, tu accompagnes beaucoup de personnes en Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce qui fait que la Guadeloupe, j'ai l'impression que tu es amoureuse de la Guadeloupe. Alors oui, j'accompagne beaucoup de gens en Guadeloupe qui me font cette amitié-là. Et en fait, la Guadeloupe, c'est une très vieille terre. Tu vois, la Désirade, géologiquement, c'est vraiment un des derniers morceaux de Pangée. Donc c'est une très très vieille terre. Elle date probablement de l'origine même de la création des terres émergées sur notre planète Terre. Donc déjà, c'est un socle d'histoire. C'est un socle qui parle de la puissance de l'humain, la puissance de l'humanité, qui parle de l'origine même de l'humanité. En plus, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les chakras de la Terre, les centres énergétiques de la Terre. Donc, à la Pointe des Châteaux, c'est un lieu très, très puissant, très fort. Tu as Bouillante aussi, qui est très fort. Et puis, tu as l'autre côté, je ne sais plus comment, Pointe-Noire. Voilà, tu as cette ligne qui passe par les mamelles, en plus. Donc, les mamelles, c'est le chakra de la gorge de 5e dimension de la Terre. 5e dimension, ça veut dire une dimension qui est beaucoup plus éthérique, beaucoup plus vibratoire, un peu comme un corps émotionnel. Voilà. En plus, autour de la Guadeloupe, il y a différentes failles énergétiques qui s'ouvrent avec des plaques tectoniques. Si on ne les apaise pas, ça crée des sacrés tremblements de terre. Et en fait, grâce à toutes mes rencontres chamaniques que j'ai pu vivre au Tibet, au Népal, au Mustang, aussi au Pérou et dans d'autres endroits d'Amérique du Sud, je sais qu'on peut, et par mon propre vécu celte aussi, parce que j'ai un grand-père écossais, on peut être en communication avec les éléments. Et dans le temps, on faisait beaucoup de sacrifices humains justement pour apaiser les éléments. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire des sacrifices humains. Il faut juste parler avec son cœur. Donc ça m'est arrivé d'aller en bateau au-dessus des failles, tu vois, pour aller papoter avec les failles qui entourent la Guadeloupe. Mais on peut tous le faire, ça. Et il y a beaucoup de gens qui le font en géobiologie. Donc tu me dis que la Guadeloupe, quelque part, c'est une terre puissante. Très, 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 très puissante. Très puissante. Toute l'Arc-Antillais, d'ailleurs. Hein. Je vais plus en Guadeloupe, parce que, avant, j'allais aussi en Martinique, mais là, en ce moment, si tu veux, on va dire les voies divines m'ont dit va en Guadeloupe. Et la Guadeloupe, c'est pas pour rien. Alors, je ne veux pas rentrer en politique, mais la Guadeloupe, c'est pas pour rien qu'elle est limitée, oppressée, que les vocations extérieures à la Guadeloupe veulent l'enfermer, l'emprisonner
dans un état d'insuffisance. Regarde, la privation de l'eau, c'est pas pour rien. Le chlordécone, c'est pas pour rien. Les sargasses, on pourrait en faire quelque chose, mais on fait rien, ou pas grand-chose, ou pas assez. On pourrait faire mieux. C'est pas pour rien. Tout est fait pour étouffer cette puissance antillaise. Et les gens aussi sont extraordinaires. Alors pas qu'en Guadeloupe, alors, je sais que des fois il y a des petits conflits avec la Martinique, mais la puissance Martinique-Guadeloupe, elle est extraordinaire. D'ailleurs, les deux îles, quand je communique avec elles, elles me disent qu'elles aimeraient bien que... Ce sont des sœurs, donc elles aimeraient bien qu'il y ait une harmonie entre ces deux îles. Parce que, tu vois, mes enfants, ils sont métis martiniquais, et à travers eux, les soins que j'ai pu faire, et à travers les soins que j'ai pu faire aussi à beaucoup de Guadeloupéens, il y a toutes les racines qui sont multiples. Parce que les métis, ils ont cette très grande chance d'avoir en eux à la fois du sang africain, du sang blanc qui peut être du sang celte, ils peuvent avoir du sang amérindien, avec toutes les influences caraïbes et les influences Brésil et toutes les influences amazoniennes. Donc vous avez dans votre ADN une richesse extraordinaire d'être des diplomates, des ambassadeurs de la paix, tu vois. Parce que moi qui suis spécialisée dans le décodage transgénérationnel, grâce aux mémoires ADN, on peut pacifier toutes les populations reliées à notre ADN. Si on pousse les gens à la colère et à la misère, grâce à l'ADN, on va mettre les gens qui sont en intrication, c'est-à-dire en résonance avec cet ADN, dans la misère et la colère. D'accord. Okay. Donc, si tu pousses des gens qui sont dans cette intrication d'ADN à être de plus en plus victimes, subissant, etc., tu as un poids pour l'humanité tout entière. Parce qu'en Guadeloupe, on a même aussi les Indiens, on a les Chinois, on a tout. On a tout. Donc en fait, plus on est métis, plus on est relié à l'humanité tout entière. D'accord. Et grâce à l'ADN métissé, on peut soit libérer, soit emprisonner l'humanité tout entière. Et ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, c'est la puissance du transgénérationnel. Le Pérou, c'est une terre puissante. Comment ça se fait que tu étais attiré par ce pays ? Alors, le Pérou, en fait, j'ai eu des mémoires au Pérou. C'est-à-dire que dans d'autres vies, j'ai été au Pérou en tant que Niusta. Niusta, alors, les Niusta, c'était des prêtresses. Donc, on a d'autres vies ? Oui. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ok, bon, d'accord. Donc, on a d'autres vies ? Oui. Ok. Ah bah oui. Tu sais, quand tu fais une NDE, ou EMI, et que tu vas de l'autre côté. Déjà, tu sais qu'il y a un autre côté. Oui, d'accord. On a d'autres... Mais attends, mais... En plus, je suis hypnologue. Oui, ça... Voilà, oui. donc mais par les hypnoses... On a combien de vies ? C'est ça mon problème. Ça s'arrête quand ? Comment on fait ? Parce que là, tu me parles de réincarnation, donc déjà, le concept du bébé qui choisit de venir, choisit ses parents, d'accord, j'entends, mais on a chacun d'autres vies. Et on vient faire quoi dans la vie après, alors ? En fait... On vient réparer ce qu'on n'a pas réussi ? Mais à quel moment ça s'arrête ? Tu sais, le projet de la Terre, qu'est-ce que c'est ? Le projet de la Terre, c'est d'être un bercail. C'est d'être une arche d'alliance. C'est d'être ce qu'on appelle une terre promise. C'est ça, le projet de la Terre. Parce que l'âme de la Terre, elle nous parle aussi. Et ça, dans toutes les traditions les plus anciennes. Il n'y a que ces 100 dernières années où on nous dit que tout est matérialiste et consommation, etc. Mais jusqu'à il y a 100 ans, toutes les populations parlaient avec la terre, avec les éléments, avec les arbres, avec la vie. On était tous en lien, tout le monde. N'importe quelle grand-mère, tu vois, était capable de te faire une potion pour calmer le rhume, calmer la grippe, calmer tout. Parce qu'elles avaient l'art des plantes. On avait tous ça. Ça a été tué depuis 100 ans. Donc l'âme de la terre, elle nous parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « Je suis venue pour que vous soyez heureux. Je suis un paradis pour vous. » Donc le projet de l'humanité, c'est de vivre ce qu'on appelle l'âge d'or, l'Éden, l'ère du Verseau, tu sais. Mais on en est loin là pour l'instant. On est dans ce que certains appellent les temps de l'Apocalypse. Ça veut dire révélation. La descente de la lumière qui va révéler les mensonges. C'est la fin des oppressions.
Donc là, on nous presse le citron. Ouais, on prend ce citron, mais on a l'impression que ça dure très longtemps. Hein, Et voilà. oui, ça fait... En fait, les Indiens parlent du Kali Yuga. Donc c'est un cycle, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais parce qu'il y a 3 cycles. Il y a 2500 ans, 5000 ans et 25 000 ans. D'accord, donc voilà. Donc là, on dit que c'est long. Si, parce qu'on dit que c'est long, mais non, on s'est réincarné juste à la fin de ce cycle-là. Donc on est en train de basculer vers quelque chose de meilleur. Donc là, en ce moment, on est dans une crise existentielle avec un développement du spirituel, mais qui ne soit pas ni dogmatique, ni avec gourouisant. Tu vois, chacun se révèle être une divinité intérieure qui s'exprime. Et donc le Pérou, pour moi, bah, c'est une vie ancienne, et c'est pour ça que les gens me reconnaissaient là-bas. Parce que c'est les gens comme les curanderos, les naguals et tout ça, qui connaissent les vies antérieures, ils savent reconnaître qu'ils ont connu dans d'autres vies. D'accord. Et nous, on le vit aussi quand, par exemple, tu te dis oh, « j'ai l'impression de le connaître ou de la connaître ». Donc quand on a l'impression de connaître quelqu'un, c'est qu'on l'a connu dans une vie antérieure, c'est ça? C'est ça. C'est obligatoire? Oui. C'est des reconnaissances d'âme. Okay. Et tu sais, on cherche l'âme sœur, on cherche sa flamme jumelle. On a l'impression d'être coupé de quelque chose tant qu'on n'a pas trouvé l'autre qui nous correspond. Bah, c'est vie antérieure. D'accord. C'est ça. Oui, oui. Donc on en est, donc il y a des vies. Ok, donc on te reconnaît quand on va au Pérou. Alors, avec toi Nathalie, j'aimerais aborder si c'était à refaire. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Ah là là. Ah oui. Ah oui, comme ça. Ah oui. Faut que je trouve une réponse là. Ah, mais c'est toi. C'est toi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais Attends. Je réfléchis. Ok, non, ben, je garderai tout. Tu changerais rien du tout? Non, je garderai tout. Je garderai tout parce que chaque chose a été importante pour me révéler davantage les mystères de la vie, de mieux les comprendre, de mieux les intégrer. Et ah si, je sais, je changerai quelque chose. C'est quoi? Bon, ben, j'apprendrai à dire les choses des fois avec plus de douceur. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Eh ben parce que des fois... tu parles de la Nathalie thérapeute ou la Nathalie La femme? Nathalie, parce qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Parce que en fait, tu ne peux pas séparer, tu vois, le Cédric journaliste, tu ne peux pas le séparer du Cédric de tous les jours. Tu as ta capacité de voir les choses analytiques et professionnelles, même dans tous les... Bon, ben moi, la Nathalie thérapeute, elle est là tout le temps. Ou la Nathalie médium, elle est là tout le temps. Non, je changerais ma façon peut-être de dire les choses, parce que quand tu as des perceptions, tu as effectivement une grande responsabilité sur ce que tu transmets. Donc, je demanderais à pouvoir les dire de façon plus subtile, parce que je repense à des expériences que j'ai vécues, par exemple à 25 ans ou à 30 ans, où j'ai dit des choses à des gens, et bah, voilà, je le dirais autrement. Mais à part cette façon de parler... Je crois que je ne changerai rien. D'accord. Donc tu prendrais tout le paquet. Oui, même les maladies. Aussi. Tout oui. ça t'a Oui, parce forgé. que, tu sais, j'ai eu 2 cancers, j'ai eu ces 3 NDE, j'ai eu un trou dans le cœur aussi, on appelle ça foramen perméable. J'ai eu plein de problématiques de santé. Mes enfants en ont eu aussi. Et c'est grâce à ça que j'ai compris la puissance de la volonté divine en action. La puissance de l'énergie. On peut dire magnétisme, mais c'est pas ça. C'est notre capacité d'émettre des choses qui vont favoriser la régénération cellulaire, des choses comme ça. C'est toutes ces maladies, c'est pour ça que c'est l'âme qui nous parle, pas seulement le mal. Okay. Voilà. Et bon, comme tu prends le package du si c'était à refaire, la face cachée, est-ce que Nathalie, justement, est-ce que c'est un métier qui permet vraiment de vivre? Est-ce que tu as connu des époques difficiles? Je ne sais pas, est-ce qu'au départ, c'est dur de toucher les deux bouts? Est-ce que tu as eu des difficultés à ce niveau-là? Oui. En fait, j'ai eu des difficultés quand je ne prenais pas ma vie, moi, à pleine main,
avec mes talents, mes aptitudes. J'ai eu des difficultés quand j'avais remis aux autres le pouvoir de décider pour moi. Parce que ce que les autres décidaient pour moi, ce n'était pas ce en quoi j'excellais ou en quoi je me plaisais. Parce que pour exceller ou pour témoigner d'une excellence, aussi petite soit-elle, il faut faire quelque chose qu'on aime. Donc quand les autres t'obligent, soit des études, soit un mariage où on te dit sois femme à la maison, parce que j'ai 4 enfants, et là tu deviens dépendante du mari, qui était un petit peu en plus narcissique. Donc là, tu dépends de l'autre. Donc le jour où tu te retrouves toute seule, tu es dans la misère. Parce que tu n'as pas développé tes propres talents. Donc c'est ce qui m'a poussée. Donc oui, financièrement, j'ai eu des... Mais c'est ce qui m'a poussée, c'est ce qui m'a... Je me suis dit, pour mes enfants, pour moi, maintenant, il faut que j'ose aller de l'avant. Est-ce que Nathalie Théo, aujourd'hui, a des doutes encore? Est-ce qu'elle a des peurs? Oui. Oui, parce que... Des doutes, par exemple, oui, bien sûr, parce que, par exemple, quand je dis des choses qui paraissent un peu stupéfiantes, j'ai des doutes sur comment ça va être perçu, ou est-ce que c'est le bon moment pour le dire, ou est-ce que je ne suis pas en train de dire une grosse bêtise. Mais comme on m'a appris à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, j'ai bien réfléchi avant de le dire. Donc j'ai moins de doutes sur ce que je suis en train de dire. Mais des doutes... je vais te dire, plus j'avance, moins j'en ai. Parce que j'ai des visions depuis tellement longtemps sur notre avenir en tant qu'humanité. Quand je vois ce qui se passe maintenant, qui correspond aux visions que j'avais, je sais ce qui se passe après. Donc là, on est arrivé au stade où j'ai vu les guerres, alors je ne parle pas de guerres futures, je parle de guerres qui se sont passées. Les affrontements, les tsunamis, les tremblements de terre, les volcans, toutes ces choses. Je les ai vues dans mes visions. Donc, c'est passé. Donc maintenant, le meilleur est à venir. Et est-ce que Nathalie Théo a des rêves? C'est quoi les rêves de Nathalie Théo? C'est quoi des rêves pour ses enfants, des rêves pour elle? C'est quoi ses rêves? Mes rêves, continuer d'être heureuse dans la vie avec les gens que j'aime autour de moi. Et qu'est-ce qui rend Nathalie heureuse? Que les autres soient heureux. Le mec t'a dit que c'est nous qui créons. Donc, ouais. Donc ce qui me rend heureuse, c'est que les gens soient heureux autour, parce que, tu sais, c'est comme une maman quand elle voit ses enfants. Elle se dit, toi, t'as compris. Ouais. Ça y est, t'as compris comment bouger ta vie. Donc ça me rend heureuse. Mais est-ce que y a tellement de choses qu'on aurait aimé, j'aurais aimé aborder, mais est-ce que, quelque part, dans cette vie où on aide les autres, on ne s'oublie pas? Est-ce que, quelque part, c'est pas de l'égoïsme, mais est-ce que, il y en a qui disent qu'il faut se faire passer en avant. Est-ce que, justement, Nathalie ne se fait pas, comme beaucoup de thérapeutes, j'imagine, dans beaucoup de domaines, est-ce que tu ne te fais pas passer après? Est-ce qu'on ne s'oublie pas? Ah non. Tu sais, c'est un point dans un cercle. C'est-à-dire qu'on est chacun le point dans notre cercle. Donc moi, c'est le miroir, tu vois. Je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi. Tu vois, je ne peux pas vouloir que les autres ou souhaiter que les autres soient bien si je ne suis pas bien moi-même. Si je ne connais pas de ce dont je parle, je ne veux pas le souhaiter aux autres puisque je ne sais pas de quoi je parle. Donc non, je suis au centre de mon intérêt, je veille à être bien, je me fais plaisir. J'aime aller nager, je vais nager, j'aime lire, je lis, j'aime voyager, je voyage. Et à partir de mon centre à moi, j'aime à penser que je rayonne suffisamment pour que ça aide les autres à se sentir bien et à rayonner à leur tour, tu vois. D'accord. Et j'ai aucune notion sacrificielle. Donc c'est dans l'ordre des choses. Ah oui, j'ai aucune notion sacrificielle. Écoute, le Christ l'a fait, c'est bon. C'est réglé. Je ne suis pas le Christ, donc je n'ai pas besoin de me sacrifier. Nathalie, on en vient à un moment que j'affectionne. Alors, ce n'est pas encore mon oracle, mais bon, on va... Alors oui, voilà, vous qui nous suivez, il y a de belles surprises qui arrivent. Avec l'oracle que vous proposera bientôt les belles rencontres de Cédric Centime. Donc, nous avons ce petit jeu. Ouais. Toi qui es rompu à ce genre de choses, tu vas nous tirer une carte. Tu vas battre si tu veux. Ouais.
Et une carte de ton souhait, voilà, de ton écoute, choix. ça me dit la 12e en partant du haut. Ah, Ouais. ça lui a dit la 12e en partant du haut. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça dit quoi, c'est toi? J'ai pas mes lunettes. Sur le livre. Serena. Alors, Serena, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Voilà. Ça t'inspire quoi? Je Ça vais te pouvoir... parle ou quoi? Bah oui. Oui, parce que je dois tout dire. Ce que tu souhaites. Oui, parce que j'ai beaucoup de voyages prévus l'année prochaine pour aller découvrir d'autres gens, pour aller explorer des mystères. Donc, et effectivement, il me faut un petit peu de sous. D'accord. Et c'était ce à quoi je pensais hier. Il n'y a pas de hasard, dit-on. Merci. Ma dernière question, Nathalie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De voir de voir se réaliser toutes mes visions que j'ai eues pour la nouvelle Terre. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter. Que je nous vois tellement dans des cités de lumière avec de l'énergie libre et de l'entraide, du partage, et développer des capacités de conscience et d'entraide, de vraiment une superbe humanité. Donc, moi, vivre cette vie, ça m'intéresse. Mais si on doit aller vers une autre sorte de vie de dégénérescence, non. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mes rêves se réalisent à travers cette nouvelle humanité. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci d'exister. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode des Belles Rencontres de Cédric Centime. N'oubliez pas un like, vous vous abonnez à la chaîne Les Belles Histoires de Cédric Centime. Il y a de belles choses qui arrivent. On vous proposera bientôt un oracle, je ne vous dis pas tout. Et puis, il y a une formation qu'on vous proposera. Parler pour captiver, parler pour se révéler. Vous nous suivez, vous likez, vous saurez tout. Vous serez aux premières loges. Merci à tous et à très vite.